jour, vous écoutez Lifetile et nous vous présentons aujourd'hui notre nouvelle série MS Story. L'idée est de retracer l'histoire de Microsoft de l'Antiquité à aujourd'hui et peut-être même vous parler de demain. Alors plus sérieusement, nous n'allons pas parler d'Antiquité, nous allons commencer au XXe siècle avec ce qui annonce et prépare l'arrivée de Microsoft dans le monde de l'informatique. Pour cette série, aux manettes, j'ai le plaisir d'avoir Florian, mais avec nous aujourd'hui, c'est Christophe qui est là. Salut Christophe, alors prêt à démarrer cette histoire ? Ouais, prêt à démarrer, c'est super intéressant. Je suis allé avec Lobo il n'y a pas longtemps au musée de l'ordinateur à Cambridge. Il y avait celui de Seattle, c'est quasiment le même. C'est, je pense, le même truc. Et puis du coup, en discutant avec Flobo, il a une documentation monstrueuse, une connaissance impressionnante sur toute l'histoire. Et je pense que là, on va bien s'amuser. Et à mon avis, il n'y aura pas qu'un épisode. Non, c'est une série dont le nombre d'épisodes maximum n'est pas fixé. Donc moi, juste, je vous propose d'accueillir notre camarade Florian qui est là. Et puis, on va tout simplement commencer avec cet épisode prologue, l'épisode 0, avec tout ce qui prépare l'arrivée de Microsoft. Salut. Salut Florian. Alors juste pour prévenir, il est possible qu'il y ait des petites erreurs là-dedans, et si vous en détectez, dites-les, dites-le et on corrigera. Parce que je pense qu'on fera pas l'histoire de Microsoft entière sans faire au moins une boulette quelque part. Oui. On demandera à Bill Gates de repasser pour corriger les bêtises. Qui me donne son historique. Ouais, personnel. Sa biographie. Donc, comme Guillaume a dit, avant de parler de l'histoire de Microsoft à proprement parler, la première partie va présenter l'histoire rapide de l'informatique au cours du XXe siècle pour situer les grands acteurs, l'histoire des machines, des systèmes d'exploitation, des langages qui feront partie intégrante des débuts de l'histoire de Microsoft. Pour commencer, les premiers ordinateurs électroniques sont apparus avec l'invention des tubes à vide au début du siècle. Alors ceux-ci sont des amplificateurs qui ont révolutionné le domaine des télécommunications. On est en quelle année ? Honnêtement, il faudrait regarder sur Wikipédia, parce que je ne sais plus exactement l'année où ça a été inventé. Ça date du début du siècle, c'est quand ils ont inventé tout ce qui est téléphonie et tout ça. C'est les laboratoires Bell qui ont inventé ça. Bon, après, je veux dire que la date exacte m'échappe. On est dans les années 40 ? Avant. Je pense qu'on est avant. D'accord. Mais je ne saurais pas donner l'année exacte, franchement. Désolé. Déjà, tout de suite, il me casse. On commence à peine, il me descend. Je sais pas, moi j'aime bien l'histoire, et l'histoire, c'est besoin de... Donc, en utilisant les tubes à vide comme des interrupteurs, c'est-à-dire qu'ils vont laisser ou non passer un courant électrique, on va pouvoir créer des portes logiques et des circuits plus complexes qui ont permis de créer les premiers ordinateurs électroniques. Alors, c'était des appareils énormes qui prenaient souvent une salle entière. Là, par exemple, sur l'image, on a l'ENIAC qui est l'un des premiers ordinateurs. Tu vas me demander la date, encore une fois, mais vu que c'était le prologue, je ne l'avais pas noté, c'était un truc assez global. Mais je crois que là, ça date donc d'un peu des années 40, je pense. Il y a l'ENIAC, mais je veux dire, l'ENIAC, c'était après la machine de Turing ? Oui. Bon, après, on aura pu... Sinon, on peut faire si on veut vraiment aller dans les détails des premières machines, on aurait pu faire un épisode d'1 heure dessus. Clairement. Bon. Là, on s'éloigne vraiment de Microsoft après. Oui. Alors, passons à l'ENIAC, Florian. Oui. Bon, c'était un exemple. L'ENIAC, c'est vraiment juste pour montrer à quoi ressemblaient les ordinateurs de l'époque. D'accord. L'utilisation de ces ordinateurs, elle était assez complexe. Il faut bien imaginer que chaque utilisateur devait venir en personne sur cette machine, programmer son programme et attendre en général des heures pour voir si le résultat était conforme ou non. Et si ça ne fonctionnait pas, c'est sûrement qu'il avait fait une erreur de programmation, et dans ce cas-là, il n'avait pas d'autre choix que corriger et attendre à nouveau des heures. Donc bon, c'était pas vraiment comme notre époque, c'était pas très pratique. De plus, ça fonctionnait donc avec les tubes à vide qu'on a vu précédemment, et cela était peu fiable. En général, il y en avait plusieurs qui cramaient chaque jour, et donc il fallait en changer régulièrement, ce qui coûtait assez cher. Et sur les machines les moins perfectionnées... Je te coupe, oui, c'est là qu'on a créé le bug. Oui, c'est ça, vas-y, tu peux donner la petite anecdote. La petite anecdote, c'est que dans certaines salles, en fait, il y avait les tubes étaient chauds, enfin ces ampoules qu'on a vues là, mais surtout ramenaient les insectes, les petits cafards, et il n'était pas rare de retrouver des cafards entre ces ampoules, ces lampes, qui faisaient guise de transistor, finalement, je pense. Et dès que ça cramait, il y avait un bug, et un bug en anglais, c'est un cafard. Voilà, exactement. Ok. Bon, merci pour la minute historique, Christophe. On repart avec Florian après notre ENIAC, donc j'imagine. On n'est pas resté sur ces ordinateurs énormes. Non, ça a évolué au cours du temps. Mais le problème au début, c'était que sur ce genre de machine, lorsqu'on voulait entrer un nouveau programme, on devait refaire le câblage différemment.
vous voyez tous les câbles qu'il y a sur la machine. Si on Oui, voulait oui. entrer un nouveau programme, on devait recabler ça complètement différemment. Et parfois, ça prenait des heures, voire pour les plus grosses machines, des jours, pour effectuer une nouvelle configuration. Les ordinateurs les plus perfectionnés, eux, pouvaient lire des cartes perforées, mais on devait toujours les entrer manuellement. Il n'y avait rien d'automatique dans la machine. Non, il voulait dire que L'idée Visual Studio, à l'époque, c'était juste une perforatrice. C'est ça. Une idée que John von Neumann a eue pour solutionner ce problème, c'était de stocker les programmes directement dans la mémoire de la machine, et ils s'exécuteraient ainsi beaucoup plus rapidement. Alors, par contre, comment on fait pour entrer un programme dans la machine? Alors, pour cela, il a été développé des langages assembleurs qui vont permettre donc d'envoyer des instructions directement dans la machine, qui vont correspondre en fait au 0 ou 1. Alors, pour la machine, 0, c'est circuit ouvert, et 1, circuit fermé. Lorsqu'on veut faire un programme en assembleur, ce programme d'assembleur fonctionnera seulement sur la machine sur laquelle il a été codé. C'est-à-dire qu'on a l'assembleur d'un PC IBM, celui-là, si ce programme est fait dans cet assembleur, il ne fonctionnera pas sur l'assembleur d'une autre machine. Par exemple, là, vous voyez une carte assembleur d'un PC IBM. Donc, c'est pas très pratique et pas très simple à coder, encore une fois. Et si on voulait que ce programme fonctionne sur un PC non IBM, il fallait tout recommencer sur l'autre PC. L'autre ordinateur, parce qu'on n'est pas encore au stade du PC. Désolé, c'est une erreur que je vais faire souvent, c'est que j'ai l'habitude de dire PC pour ordinateur, et c'est pas encore des PC, c'était des ordinateurs. Oui, désolé. Tu fais bien de corriger. Mais oui. Donc, allez, afin de rendre continuons. les programmes plus portables, on a développé des langages de programmation à partir des années 50. Alors, le développeur va écrire son programme dans le langage de programmation, et un compilateur se chargera de transcrire le programme dans le langage machine de l'ordinateur. Voilà. D'accord. Donc, il suffira de développer un unique compilateur pour chaque type de machine, et donc, ensuite, un programme écrit dans un langage pourra être compilé via ce compilateur pour chacune des machines. Et donc, on pourra avoir un programme plus universel. Okay. Donc, le plus important des programmes, des langages qui a été inventé dans les années 50, c'était Fortran par IBM. D'autres suivront, comme le COBOL en 1959 ou le C en 1963, puis le BASIC en 1964. Je vérifie mes notes. D'accord. Et tous ces langages sont encore actifs aujourd'hui. C'est encore des langages qui existent. La plupart. Bon, après, les plus anciens, le COBOL par exemple, est un peu moins utilisé aujourd'hui, mais il est encore utilisé. J'ai eu la semaine dernière une offre d'emploi sur un job qui utilisait du COBOL. Donc, ça existe toujours. En général, c'est des vieux machins, hein, je pense. C'est des vieilles machines qui n'ont jamais été mises à jour, j'imagine. Tu penses des machines qui datent des années 50? Non, quand même pas. Non, quand même pas, mais bon, en général, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent dans le mode tant que ça fonctionne, on ne change pas. Hein, et elles n'ont probablement pas tort. Oui. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous proposes ensuite après ça? Les ordinateurs étant au fil des années de plus en plus utilisés, on commence à se dire qu'il serait intéressant pour des besoins pratiques de compter le nombre de programmes utilisés, de feuilles imprimées, de garder un journal des erreurs. Et donc, on va coder des petits programmes spécifiques qui tourneront en permanence sur les ordinateurs. Et ces petits programmes, ça va être un peu la base et la naissance des systèmes d'exploitation. Alors au début, ils sont très très basiques. Hein. Comme je disais, ils font des opérations basiques. C'est pas du tout un système d'exploitation comme on l'imagine nous aujourd'hui. À l'origine, chaque machine crée un peu son mini-système d'exploitation de l'époque, mais IBM, dans les années 60, se dit que ce serait bien d'avoir un système d'exploitation universel pour tous ces ordinateurs, et donc ils vont ça va leur coûter quelques millions de dollars, mais en quelques années, ils vont créer le premier gros système d'exploitation universel qui s'appellera OS 360, qui fonctionnera sur tous les ordinateurs IBM. L'OS 360, j'en avais jamais entendu parler, c'est marrant comme nom, tiens. Oui, j'ai mis 360 parce que 360 degrés, j'imagine, les gens qui ont inventé ça à l'époque, partout. Oui, j'aurais pu faire 365, non? Ils ont dit, tiens, pour faire le tour, on fait 360. Non. Il faudra attendre quelques années pour 365. D'accord. Et pourquoi 365? Bon, ça, c'est une autre histoire. On en reparlera plus tard, je pense, Christophe. Dans 40 épisodes. Ouais, c'est ça. À peu près une quarantaine d'épisodes, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Allez, Florian, reprends la parole. Après avoir développé un système d'exploitation universel, IBM va tenter de développer un langage de programmation universel, donc qui unifierait les points forts des autres langages d'exploitation. Alors ce sera le PLI, Programming Language 1, mais ce ne sera pas massivement adopté.
d'un autre côté, à la fin des années 60, les ingénieurs du laboratoire Bell développent un système d'exploitation qui permettra à plusieurs utilisateurs de se connecter en même temps à un ordinateur central et l'utiliser en même temps. C'est-à-dire plusieurs utilisateurs ne vont pas devoir attendre chacun leur tour pour utiliser la machine, ils vont tous pouvoir l'utiliser en même temps en se connectant à distance à la machine. Alors ce système d'exploitation a un nom, c'est Unix. À ses débuts, il sera très basique, mais au fil du temps, des nouvelles fonctionnalités vont être ajoutées lorsque le besoin va se faire ressentir et il va se répandre sur les machines des laboratoires Bell. En 1972, Unix va être réécrit avec le langage C, pour lequel il existe déjà des compilateurs pour quasiment toutes les machines, et donc Unix va se devenir un peu un système d'exploitation compatible avec quasiment toutes les machines existantes. Pour des raisons légales, AT&T à l'époque, qui est une compagnie de téléphone, la grande compagnie de téléphone américaine, qui possède les laboratoires Bell, donc qui développe Unix, elle n'a pas le droit d'entrer dans d'autres secteurs commerciaux que celui de la téléphonie. Donc, c'était parce qu'ils avaient déjà le monopole sur la téléphonie, et donc le gouvernement américain ne voulait pas qu'ils aient d'autres monopoles. Donc, ils n'avaient pas le droit de vendre Unix. Donc, Unix est un peu distribué gratuitement par les gens du laboratoire Bell à ceux qui le demandent. D'accord. Et de ce fait, du fait que c'est gratuit, au cours des années 70, Unix se répand un peu dans le monde et devient le système d'exploitation standard. C'est-à-dire que les gens achètent des machines et souvent ils remplacent le système d'exploitation qui venait avec la machine par Unix. Ok. Donc ça marchait vraiment partout sur n'importe quelle machine. Une fois que c'était porté, vu qu'il était en C, c'était assez facile de le porter sur la plupart des machines. D'accord. Et bon, il faut bien imaginer qu'à l'époque, les ordinateurs, ça reste des gros ordinateurs centraux, on n'imagine pas que c'est des ordinateurs personnels comme maintenant. Et les gens se connectaient à l'ordinateur central via des terminaux Unix d'accès. Alors là, on a un exemple sur l'image. Donc c'était pas un ordinateur, ça c'était juste un appareil avec un écran et un clavier qui se connectait à un vrai ordinateur distant. Oui, bien sûr. Ça ressemble à Minitel. Oui, voilà, c'est un peu ça. Alors, ce qui va nous permettre d'arriver à nos micro-ordinateurs, ce que j'appelle vraiment nos PC, c'est une invention, le transistor. Alors, le transistor est inventé en 1947 par les laboratoires Bell, encore une fois. Les laboratoires Bell sont vraiment à l'origine de pas mal des technologies qu'on utilise aujourd'hui. Donc, un des ingénieurs des laboratoires Bell, William Shockley, va inventer avec son équipe le transistor, qui est un composant qui est capable de remplacer efficacement le tube à vide. Comme celui-ci, il est capable d'amplifier les signaux et de fonctionner comme un interrupteur. Ok. Alors, la première version du transistor, elle va être mise en point par l'équipe de Shockley sans lui. Et donc, son nom ne sera pas sur le brevet et il ne sera pas très content. Et de ce fait, il va travailler tout seul dans son coin pour améliorer le transistor et faire une nouvelle version qui sera uniquement à son nom. Donc, le mec voulait vraiment avoir ça pour lui. Et l'invention des transistors va tout changer pour les micro-ordinateurs. Il va maintenant être possible de remplacer donc les tubes à vide qui cramaient très souvent et qui étaient assez gros par des petits composants électroniques miniaturisés en silicone qui sont bien moins chers et bien plus fiables. Au fil des années, la technologie aidant, les transistors vont devenir de plus en plus petits, ce qui permettant la conception d'ordinateurs de plus en plus complexes et puissants. Par contre, il y avait un problème, c'est que les transistors ils deviennent de plus en plus petits, et ça devient de plus en plus difficile de câbler les différents transistors les uns aux autres, parce qu'on s'imagine que plus c'est petit, plus c'est difficile de souder un câble qui va relier l'un à l'autre. Mais oui. Alors, pour résoudre ce problème, c'est encore Monsieur Shockley qui va être responsable de trouver la solution. Donc, après avoir inventé le transistor, il va quitter le laboratoire Bell en 1956. Il va aller déménager en Californie dans ce qui va devenir la Silicon Valley. En fait, c'est lui qui fonde la Silicon Valley. Hein. Il arrive là avec son idée et il s'y met tout seul. Et il va engager de nouveaux chercheurs pour continuer les recherches sur le transistor et les autres semi-conducteurs. Alors, vu que pour l'invention du transistor originel, il s'était fait un peu éclipsé par son équipe, cette fois, il a peur que ça arrive à nouveau, et donc il surveille tous les faits et gestes de ses employés. Alors, les employés, ils en ont un peu marre à force, parce qu'il devient vraiment paranoïaque, et 8 de ses employés principaux décident de partir et de créer leur propre compagnie juste à côté. Donc, il s'appellera Fairchild Semiconductor en 1957. Apprenant leur départ, il y a Shockley qui n'est pas content et qui leur dit que tout seul, ils n'arriveront à rien, ce sont les 8 traîtres et que ils sont nuls. Bon, il a complètement tort parce que rapidement, Fairchild va développer le premier circuit intégré.
Donc un seul de ces circuits va être composé de plein de transistors qui sont connectés directement entre eux sur le circuit et d'autres composants électroniques qu'on pourra ajouter également. Et donc ça va résoudre ce problème du câblage. On va pouvoir tout mettre sur un tout petit circuit qui va pouvoir devenir de plus en plus petit au fil des années. Donc c'est lui qui était à l'origine de ces Oui, et il a fait une petites belle plaques. bêtise en devenant un peu paranoïaque, parce qu'il faut bien imaginer que s'il avait gardé ses employés chez lui, il aurait possédé tous ses brevets. Et vous imaginez, il aurait peut-être possédé toute la Silicon Valley aujourd'hui, toute l'industrie. Il aurait pu. Finalement, il s'est retrouvé quasiment rien, alors que cette personne aurait pu à lancer la Silicon Valley. C'est un peu. Enfin, C'est fou ça. Oui, c'est assez fou. Il s'est raté. Oui, bon. Et en plus, donc, son nom est quasiment disparu de l'histoire. Enfin, si on regarde qui a inventé Transistor, on le retrouve, mais au final, on ne connaît pas beaucoup cette époque. Donc ensuite, les 8 ingénieurs de Fairchild, vont se séparer et créer chacun en général leur compagnie dans Silicon Valley, qui seront en fait les ancêtres de la plupart des compagnies modernes de la Silicon Valley. Alors là, il y a un petit schéma qui nous montre un peu l'histoire des compagnies entre elles, ouais. Pardon, les compagnies qui descendent. On voit Shockley là, de la première, donc qui est inventée par Shockley. Fairchild qui a été inventé à côté par les employés qui sont partis. Et ensuite, toutes les compagnies qui sont descendues de cette compagnie. Donc on retrouve par exemple, je crois, Intel, AMD, 3DFX pour ceux qui se rappellent des années 90. Oui, bien sûr. Et S3, c'était connu, les cartes graphiques. S3 également, c'était une carte graphique, oui. Enfin, ils ont créé vraiment toutes les compagnies qui vont servir de base aux ordinateurs ensuite. Sierra, c'était des jeux ça. Donc, Cyrus, oui, il y a eu des processeurs Cyrus, non? Non, c'était les Cyrix. Mais là, on dévie, là. On a sauté de plein d'années. Non, c'est passionnant, on dévie pas, on est juste là, waouh. On a franchi les étapes un peu rapidement. Oui, après, le problème, c'est intéressant, mais comme dit, il faut quand même avoir un fil. Oui. Donc, on va rester concentré sur cette avancée de l'informatique. Donc là, on est sur la fin des années 60. On est à la fin des années 50 plutôt. Fin des années 50, d'accord. On était à la fin des années 50 pour la création de Fairchild, et après, toutes ces compagnies sont développées en général dans les années 60. Oui. Il ne faut pas s'inquiéter, je pense qu'il y aura un épisode pour tous les petits carrés. On n'a pas fini. Peut-être. On reprend. Donc, au fil des années, la miniaturisation des transistors et des circuits intégrés aidant, l'électricité a un chemin plus court à parcourir dans les circuits intégrés, et donc les ordinateurs deviennent de plus en plus rapides. Tout simplement. Alors, l'arrivée des semi-conducteurs fait apparaître un nouveau marché dans les années 60, celui des calculatrices. Alors, voici un exemple de calculette Busicom. Je n'ai pas choisi la compagnie par hasard, on va voir. Donc, j'aurais pu prendre Casio ou Texas Instruments, des trucs modernes, quoi. Donc, le marché des calculettes se développe très rapidement et les compagnies descendantes de Fairchild dans la Silicon Valley fournissent la majorité des composants nécessaires. Alors, l'une des compagnies qui a été créée, Intel, conçoit par exemple de la mémoire, la RAM, pour les calculettes. En 1969, il y a une petite compagnie japonaise, Busicom, voilà, je n'ai pas choisi ma calculette par hasard. Elle veut se lancer sur le marché des calculatrices. Et leur idée révolutionnaire, c'est de rassembler l'ensemble de l'électronique sur une unique puce, un seul circuit intégré. Alors cette puce magique, elle va rassembler la ROM, donc le firmware, la partie logique du processeur, la partie RAM pour stocker les informations, et les entrées-sorties avec également les alimentations. Pardon, j'ai oublié. Donc ça fait beaucoup, et n'ayant pas les capacités de produire cette puce par eux-mêmes, ils contactent Intel et ils demandent de l'aide à cette compagnie. Alors le projet s'enlise rapidement, puisque à l'époque, la technologie n'est pas encore vraiment prête pour mettre tout ça sur une unique puce. Et les ingénieurs, ils arrivent rapidement à des concepts où il y a 12, 15 puces pour la calculette, chacune avec des milliers de transistors. Alors pour simplifier tout ça, l'équipe d'Intel a une idée. Dans la conception de la puce inventée par Busicom, l'architecture de la puce était optimisée pour les opérations d'une calculatrice. Intel propose plutôt de remplacer ça par une autre puce avec une autre puce plus simple, plus générale, dont la complexité sera déplacée dans le firmware. C'est-à-dire que cette puce, elle fonctionnera comme un ordinateur, elle pourra tout faire, on la programmera pour une fonctionnalité particulière. Par exemple, dans ce cas-là, elle fonctionnait comme une calculette.
Finalement, le matériel est le même, c'est juste la programmation du Oui, matériel en qui fait, va on changer. simplifie, on fait une puce plus générale, plus simple, qui pourra. En fait, on crée un ordinateur sur ses clés intégrées. C'est l'idée. C'est un peu l'idée, ouais. l'idée. Et par la suite, l'avantage pour Intel, c'est que cette puce pourra être utilisée pour d'autres applications, pas Oui. seulement pour sa calculette. Oui, comme ça, ils développent une puce, mais pour plein de projets différents, Oui. pas uniquement cette calculatrice. Ouais. Voilà. Alors, Busicom, à l'origine, ne sont pas très enthousiastes parce qu'eux, ils n'ont jamais fait. Ils veulent fabriquer des calculettes, ils n'ont jamais fait de programmation compliquée. Et personne n'a jamais programmé de firmware pour une puce comme ça, et ils n'osent pas trop se lancer. Par contre, Intel leur dit que ce sera beaucoup moins cher que faire leur projet d'origine, et donc ils acceptent le concept. Et donc, tout de suite, cette puce sort, ou est-ce qu'il n'y a pas eu des petites histoires Il y a eu, il a fallu quelques années quand même, ça s'est pas fait aussi simplement qu'Intel l'espérait. Donc il a fallu attendre fin 1970 pour qu'ils arrivent à développer cette puce. Et donc cette puce, au final, c'est pas vraiment une puce, mais c'est une série de puces. La technologie n'est pas encore là, ils n'ont pas réussi à tout mettre sur une unique puce. En fait, ils en ont mis sur 4, c'est pour ça qu'on appelle ça le système 4000. D'accord. Alors, d'abord, il y a la puce 4001 qui contient le firmware et le programme, la puce 4002 qui aura la RAM, la puce 4003 qui gère les entrées-sorties, et la puce 4004 qui est la logique, en fait, le processeur, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en illustration l'Intel 4004, qui est donc en fait le premier de facto microprocesseur d'Intel, avec une fréquence de 740 kHz. Et nous sommes dans les années 70. On est en 1970. Ouais. Et là, on va très vite. C'est dingue. Alors rapidement, on utilise le nom d'usage 4004 pour désigner l'ensemble du système. Et Intel donne ça à Busicom, mais malheureusement, il est beaucoup trop tard pour eux, parce qu'en 2 ans, le tarif moyen d'une calculette au Japon, parce que j'ai oublié de dire, c'était une compagnie japonaise, a diminué énormément. Et donc, même avec le tarif de la puce d'Intel, Busicom ne pourra pas rentrer dans ses frais. Et donc, au final, ils revendent tous les droits sur le 4004 à Intel, qui pourra donc le vendre à d'autres compagnies. Donc, Intel tente de marketer ça, mais malheureusement, il n'y a personne que ça intéresse parce que c'est le premier microprocesseur, mais les gens se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. À l'époque, pour les clients de l'époque, les ordinateurs, ils imaginent que c'est des gros appareils, des ordinateurs centraux comme on a qui prennent une salle entière, et ils ne voient pas à quoi ça servirait d'avoir un petit ordinateur sur une puce. Rien. Donc il faut créer l'usage avant de créer le matériel. Les gens ne voient pas à quoi ça peut servir. Il faut créer le besoin, et c'est là que Steve Jobs est arrivé, non? On n'est pas arrivé à ce stade-là? On n'est pas encore là. Non, pas encore. Autant pour moi, autant là, pour moi. il était encore dans ses couches, peut-être. D'accord. Je pense qu'il avait déjà eu l'idée avant de naître. Hein. Donc, Intel se dit que la meilleure façon de créer le besoin, c'est de montrer un peu ce dont le microprocesseur est capable. Alors, fin 1972, il y a quelqu'un qui s'appelle Gary Kildall, qui va devenir très important dans nos épisodes suivants, qui tombe sur une annonce qui parle d'un ordinateur révolutionnaire vendu $25. Bon, ça lui paraît un peu bizarre, parce que un ordinateur $25 en 1972, vous imaginez que ça fait un peu faible. En réalité, c'est une publicité trompée, il parle juste du 4004 d'Intel. Il y a des gens qui vendent ça comme un ordinateur. Oui. Donc, Gary Kildall découvre le 4004, il trouve que c'est génial, et il commence à écrire des programmes pour celui-ci, même s'il est rapidement limité par les capacités faibles du processeur, qui est de 4 bits. Donc, il décide d'aller rendre visite de lui-même à Intel, dans les locaux. Il s'invite lui-même, et finalement il rencontre la team qui a développé le 4004 et qui tente de développer donc son successeur, le 8008, et il s'entend très bien avec eux, et au final il obtient comme ça un emploi de consultant chez Intel. D'accord. Je pense que tu as fait une erreur, tu as dit que le 4004 avait une capacité de 4 bits. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? 4 bits, ça fait comme 4 octets, tu veux dire? C'était un processeur 4 bits. Oui. Il y a une RAM de combien? Il n'y avait pas de RAM. Il y a juste les registres internes. D'accord. C'est juste le processeur. Hein. Le 4004, c'est juste la partie logique. Parce qu'il y avait un adressage de 12 bits. J'ai peut-être fait de l'erreur par là, il faudrait voir. Sur 4096 octets.
Bon, après, j'ai pas été 4 voir dans kilos. le détail. Moi, j'ai 4 kilooctets. Enfin bref, c'est les Après, ça change pas instructions. grand-chose, et- Les données constituées de 4 bits stockées en mémoire vive. D'accord. Bon, écoute, c'est pas très très important, mais ça me paraissait faible quand même. Bah, oui, bon. Enfin, On bon. est encore en 72, hein, donc on n'est pas sur des choses On est en très, très puissantes. Ouais. Ah oui, clairement. Ouais. Donc, revenons à Gary Kildall. Donc, en quelques mois, il va écrire un nouveau langage de programmation spécialement conçu pour le 8008, qui est une variante du langage PLI créé par IBM, donc qui s'appellera le PLM, Programming Language for Microcomputers. Avec ce langage de programmation, Intel va enfin pouvoir montrer aux clients ce dont le 8008, cette fois, est capable. À la sortie du 8008, il y a 2 jeunes gens qui sont étudiants qui entrevoient dans ce processeur la possibilité de créer un ordinateur. Ces 2 gens sont Bill Gates et Paul Allen. On arrive au Il y a aussi Paul Gilbert qui est là. Oui, mais oui. Bon, Paul Gilbert, c'est quelqu'un qui est un associé des premières années de Bill Gates et Paul Allen, qui s'occupera principalement de ce qui est vraiment machine hardware. Et rapidement, il quittera le partenariat. D'accord, il n'est pas rentré dans l'équipe Surface Non, il a dit non. Le hardware, il est parti chez Apple. Quand c'est vrai. Microsoft a été créé, il n'était plus là déjà. D'accord. Donc quand même, c'est super intéressant. Là, on va super vite sur cette carte, mais c'est la première fois qu'on entend parler de ces illustres personnalités. Oui. Et là, on est en quelle année, tu nous disais, Florian? Je n'ai pas fini, pardon. On est à la sortie du 8008, alors je n'ai pas noté l'année dans mes notes, il faudrait vérifier. Production 1972. Voilà. Bon, D'accord. parfait. Donc, une fois que le 8008 est sorti, Paul Allen souhaite écrire le premier BASIC pour le 8008, mais Bill Gates n'y croit pas. Il pense que le 8008 est trop lent pour faire fonctionner un BASIC utile. Donc, BASIC, le langage de programmation, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Paul Allen propose alors à Bill Gates une autre idée, de fabriquer à partir du 8008 une petite machine qui sera capable de lire automatiquement les bandes de circulation routière. Alors, c'est des bandes qui vont calculer le nombre de voitures qui sont passées sur une route en un temps donné. Je veux dire, c'est super important là, ce que tu racontes là. Tu es en train de passer sur un truc qui est juste énorme. Répète le projet qu'avaient eu ces personnes-là. Il ne faut pas oublier qu'on est au début des années 70. Oui. Répète-le parce que je trouve que tu as été super vite. Ils ont l'idée de fabriquer une petite machine qui sera capable de lire automatiquement les bandes de mesure de circulation routière. On est en 1972. Oui, j'imagine que les gens à l'époque faisaient ça à la main. Après, je ne sais pas, mais j'imagine qu'ils faisaient ça à la main avant ça. Oui, ils n'ont pas le choix. Hein. Oui. Alors, l'idée étant beaucoup plus pratique, elle plaît beaucoup à Bill Gates qui achète un processeur 8008 pour $360. Alors, pour la petite anecdote, Intel avait sorti son Intel 8008 à $360 par référence au système d'exploitation universel d'IBM pour les ordinateurs centraux qui s'appelait, on en a parlé tout à l'heure, OS 360, parce qu'ils voulaient montrer comme ça que leur petit microprocesseur serait un peu le microprocesseur central des micro-ordinateurs, comme IBM était l'OS central, l'OS standard des ordinateurs centraux. Mais, pour revenir à Bill Gates et Paul Allen, ils fondent entre eux donc le partenariat Traft Odata avec également donc Paul Gilbert qui s'occupera de la partie hardware de la machine. Alors seulement, ils ont acheté un seul microprocesseur et c'est difficile de travailler à 3, faire des tests lorsqu'on a un seul microprocesseur. Paul Allen va donc utiliser l'ordinateur central de son université, donc justement un IBM System 360, pour créer un simulateur d'Intel 8008. Et donc ensuite, Bill Gates pourra utiliser ce simulateur pour coder le langage le programme de leur machine et tester pour voir s'il fonctionne directement sur le simulateur avant de passer à une machine réelle. J'ai été clair ? Que la solution était très simple. À 3, ils n'y ont pas pensé, mais ils font un 3/4 chacun, quoi. C'était pas compliqué de se partager 24 heures en 3 et de travailler à la queue leu. Ça, c'est une autre histoire, ça. Bon, alors, que s'est-il passé? Voici la machine finalisée, donc, je crois qu'il est dans un musée Microsoft à Seattle, de mémoire. Donc, ils l'ont fini, ils l'ont vendu. Ça n'a pas été un succès extraordinaire, mais ça s'est vendu. Et donc, ils sont rentrés dans leurs frais, ils ont gagné leur premier $. D'accord. Déjà pas mal. Enfin bon, ouais. Ils avaient investi quoi? Ils avaient investi les $360 du processeur. Et puis ensuite, j'imagine que ça, pour acheter le processeur, il fallait tester au départ, mais ensuite, il a fallu construire les machines. Donc, j'imagine qu'ils ont acheté le matériel également. Et la main-d'œuvre.
Je crois que l'Amadeus, c'est justement la troisième personne qui faisait le hardware, à ce que j'ai compris. D'accord. Ok. Donc voici la première machine. Et quelle est cette belle machine que tu nous présentes? Là, je pense que Christophe reconnaît l'endroit où la photo a été prise. Exactement. C'est à Cambridge. Voilà. Donc, en 1974, Intel dévoile une nouvelle évolution du processeur 8008, qui est cette fois le 8080. Plus puissant, pour Bill Gates, il semble enfin capable de gérer un vrai ordinateur multifonction. Alors, Gates et Allen reviennent sur leur projet de créer un ordinateur à partir du 8080, mais ils hésitent. Ils n'osent pas se lancer. Heureusement, d'autres le feront à leur place. Début 1975, il y a MITS, une compagnie qui vient d'être créée, donc, qui lance l'Altair 8800, donc qui est sur la photo ici, donc qui est considéré par beaucoup comme le vrai premier micro-ordinateur. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'Intel 8080, ils l'ont branché à un bus qui va permettre d'ajouter de la RAM. Ils ont branché donc les commandes ils ont branché la partie entrée-sortie du processeur à l'avant de la machine, c'est-à-dire entrée au petit levier qu'on voit en bas, c'est-à-dire 0,1 pour entrer directement les informations en assembleur dans la machine, et les sorties et les lumières au-dessus. D'accord. Si vous me permettez, les petits caractéristiques techniques, mis à part qu'il est sorti en janvier 1975, il valait $400, mais vous pouviez l'acheter pour $600 s'il était monté. Sinon, c'était à vous de le faire vous-même. C'était donc une vitesse du processeur, de cette machine-là à 2 MHz. Mémoire vive, la RAM, disons 256 octets. Voilà. L'interface, l'écran, c'était les LED que nous voyons là. Voilà. C'était ça la partie vidéo de la chose. Super. Voilà. Et l'entrée, c'est les petits leviers où on entrait 0 et 1. Et le clavier, c'était ce qui est en dessous des LED. Alors, mais ça servait à quoi cette machine-là? C'était compact quand même. Hein. C'est un micro-ordinateur. C'est juste, ça permet de faire tourner le processeur, l'Intel, on est à 8080, pardon, qui est dedans. C'est-à-dire qu'on entre du code en langage machine et on l'exécute. Et après, ça sort que des 0 et 1 et que de la lumière. Mais ça permet de faire tourner tes programmes. Oui, mais moi, je veux dire, si j'ai cette machine, ça me sert à quoi? Pour moi, ça me sert à rien. À l'époque, pour la plupart des gens, ça servait à rien. Mais d'accord. Non. Si tu as une machine comme ça chez toi, tu vas pouvoir, par exemple, faire un musée. Oui, voilà. Ah, d'accord. Mais au niveau pratique, qu'est-ce que ça m'apporte au niveau pratique? Non, justement, parce qu'à l'origine, c'est quand même un système vide, parce qu'on peut entrer simplement les instructions dedans en langage machine via les interrupteurs. Et avec 256 octets de RAM à l'intérieur, on ne fait pas grand-chose non plus. Alors, sachant que c'était extensible à 4 kilooctets via des barrettes de RAM qui étaient aussi vendues par MITS. D'accord. Alors, la solution pour pouvoir faire des choses un peu plus utiles avec cette machine, c'est d'entrer un langage dedans. Par exemple, comme on disait, C, basique. Fortran, voilà. Du Turbo Pascal, par exemple. Le problème, c'est que il n'y avait qu'en maximum avec les barrettes de RAM 4 kilooctets. Et pour faire tout rentrer un langage dans 4 kilooctets, pour la plupart des gens, c'était pas possible. Les langages étaient trop gros, ils étaient prévus pour des ordinateurs centraux, et ils étaient trop gros pour entrer dans la mémoire de cette machine. Et donc, il n'y avait aucun langage qui était compatible avec l'Altair. D'accord. Et on ne pouvait pas tout simplement envisager de rajouter un peu de mémoire, de la RAM maximum, en fait. Il y avait 256 octets sans barrette de RAM, et si on ajoutait le maximum de barrettes de RAM, il y avait 4 kilooctets. Alors, j'ai une information contradictoire. J'ai une information contradictoire sur Wikipédia qui annonce que la mémoire vive était extensible à 64 kg et que optionnellement sur l'Altair 8800 8800, il y avait une sauvegarde optionnelle sur bande perforée ou cassette mais là, dans les dernières versions. Ça, hein. Au début, il n'y avait rien de tout ça. C'est après tous ces périphériques. D'accord, ouais. Au début, il est vendu avec ça maximum. Parce qu'en fait, MITS annonce en même temps plein de périphériques futurs pour sa machine, mais ils vont les sortir des années plus tard. En fait, ils vont même. On y arrivera dans la partie suivante, mais ils vont prendre les commandes alors que ça n'existe pas encore. Ok.
Enfin bon, pour l'instant, au début, il n'y a rien. C'est vraiment, la machine n'est déjà même pas vendue, construite pour la plupart. Il faut la monter soi-même, sauf si tu payes la fabrication. Le montage, ouais. Et au début, il y a vraiment que MIT qui fabrique des barrettes de RAM, et donc tu n'as que 4 kilooctets disponibles au tout début. Et il faut bien imaginer que c'était déjà cher pour avoir 4 kilooctets. Donc, alors t'imagines avoir un petit giga. notre histoire. Fin 1974, il y a Paul Allen qui tombe sur une publicité pour l'Altair dans un magazine. Alors, Ouais. il amène la publicité à Bill Gates, qui voit également à la machine une chance pour faire fortune. Alors, ils pensent tous les deux que le marché des micro-ordinateurs va exploser et qu'il faudra que quelqu'un code les programmes pour ces machines. Et pour avoir codé des programmes, il faudra que les langages fonctionnent sur cette machine. Et donc, Gates et Allen décident de développer un BASIC pour l'Altair et ses 4 kilooctets. Christophe? Juste pour quand même toujours le cocorico français, il ne faut pas oublier que l'Altair, on dit toujours que c'est le premier micro-ordinateur, mais pour les plus anciens, les barbus, tout ça, il ne faut pas oublier que la société française, en France, nous avions sorti le premier micro-ordinateur avant ce truc-là, et c'était le Micral. Micral qui a ensuite été utilisé par l'entreprise Bull, c'était une sorte d'arbre avec un quadrillage, si vous avez connu, et c'était en 1972. D'accord, 3 ans plus tôt. D'accord. Et donc, c'était les Micral. Je t'ai montré la photo du Micral que il n'y a pas longtemps, on en a parlé, Flobo, oui, Micral de chez Bull. C'est vrai que l'histoire de l'informatique européenne est très peu connue. Hein. Tout à fait. Le Micral, les Américains ont tout. C'était la société R2E. Ouais, c'est ça, R2E. Et après, c'était les Bull Micral, je ne sais plus les séries. Là, c'était vraiment avec écran. Mais le premier ordinateur était un Micral. Alors, c'était basé sur je ne sais pas quelle puce Intel, mais c'était cocorico, c'était français. Mais souvent, l'histoire française, on la zappe et elle est écrasée par... l'histoire américaine. Ah oui, ça a écrasé. Et en même temps, je crois que ça n'a pas été aidé vraiment. Les gouvernements n'ont pas aidé non plus en Europe, la recherche, des choses comme ça, c'était un peu... On a fait le Minitel aussi, pareil, encore une super idée. Et puis, on n'a pas su profiter de cette innovation de nos ingénieurs. Ça n'a pas été exporté du tout. C'est vrai que bon. Bon, passons, je te laisse, excuse-moi. Oui, pour revenir donc, Bill Gates et Paul Allen décident de développer donc un Altair, un BASIC qui tournera sur l'Altair. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent MIT et ils leur disent qu'ils ont un BASIC fonctionnel et qu'ils veulent leur vendre. Alors, à ce moment-là, c'est un bluff complet. Hein. Ils ont rien, ils ont juste l'idée, mais ils veulent déjà le vendre. C'est bien. Ils ont de l'espoir. Je dis c'est bien, ils ont de l'espoir. Oui, ils y croyaient. Hein. Alors, MIT accepte de rencontrer les deux jeunes gens, et donc il faut qu'ils aient un BASIC fonctionnel. Alors, vu qu'ils ne possèdent pas d'Altair, ils se répartissent les tâches. Paul Allen va transformer son vieux simulateur de 8008 qu'il avait utilisé pour faire leur première machine en simulateur de 8080 pour simuler un Altair. Et donc, Bill Gates va coder un BASIC qu'ils essaieront de faire tourner dessus pour voir si ça fonctionne. Alors là, on voit bien que le travail de Paul Allen est important, puisque s'il fait une erreur dans son simulateur, Bill Gates va corriger son BASIC pour qu'il fonctionne avec le simulateur, et donc il ne fonctionnera pas avec la machine réelle. Donc il faut que le simulateur soit fonctionnel pile poil, parce qu'ils n'ont pas de vraie machine pour tester sur ce coup. Donc c'est tout en théorie. Oui, tout est fait en théorie. Alors 2 mois plus tard, le BASIC est terminé, et Paul Allen amène celui-ci au Nouveau-Mexique, chez MIT. Alors, en route, dans l'avion, Paul Allen réalise que, vu qu'ils ont travaillé uniquement sur un simulateur et jamais sur une machine réelle, ils n'ont jamais eu besoin d'entrer le BASIC dans la machine. Ouais. Et donc, ils n'ont jamais créé le petit bout de code qu'il faut entrer avec les cartes perforées. Bah non, parce que même pas avec les leviers de l'Altair, c'est les petits... Oui, les trucs que tu as devant, là, voilà, avec... interrupteurs. Les interrupteurs, merci. Un bout de code en langage machine qui va initialiser la machine et lui dire charge le BASIC qu'on a sur notre carte perforée qu'on va connecter derrière. D'accord. Donc, il va écrire ce petit bout de code de mémoire, en se souvenant de mémoire du langage machine d'Intel dans l'avion. Heureusement que c'était simple encore à l'époque où ça pouvait se faire, ce genre de choses. Parce que maintenant, je crois que c'est mort, ça. C'est complètement Alors, il arrive là-bas. Pardon. Il arrive là-bas. Et contre toute attente, il charge le BASIC dedans et ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Non, il plante au bout d'un moment, mais ils arrivent à faire beaucoup d'opérations, qui veut dire qu'au moins 2 tiers du code est bon.
Ça finit par planter parce qu'il y a des petites erreurs, personne n'est Tu parfait. nous avais pas dit qu'ils avaient fait 2+2 comme opération Oui, et que ça retournait 4? La première opération qu'ils ont fait, ça doit être print tout de 2+2. Et donc ça faisait 4. Et donc magie, ça fonctionnait. D'accord. Donc C'était basique, mais ça marchait. Avec Microsoft, qui est fondé à ce moment-là par Bill Gates et Paul Allen, pour faire du basique de Microsoft le basique officiel de l'Altair. Et tu sais quoi? également avec la machine. Donc l'Altair n'est plus une boîte vide, et le premier vrai micro-ordinateur reconnu en général est né à ce moment. Christophe? Eh ben, ça me donne envie d'avoir la suite. Alors, juste pour compléter légèrement, il faut bien imaginer que le basique était donc sur une bande perforée. Donc, c'était pas pour l'entrée dans l'Altair, il y avait un lecteur qui lisait la bande perforée qui entrait le code via un des ports de connexion à l'arrière. Et derrière, on connectait ça à une sorte d'imprimante, ce qu'on appelle un télétype, une sorte d'imprimante, avec un clavier sur lequel on pouvait taper donc print 2+2 par exemple, on tapait sur notre ligne de code directement là, et le résultat était imprimé par l'imprimante. Il n'y avait pas d'écran. Un peu comme si j'envoyais un tweet et qu'automatiquement il s'imprime. Exactement ce genre de machine qu'on a vu là-bas, oui. Ah, je comprends, j'ai déjà vu. Ça devait être chiant, efface l'écran à la main. Dans le 2. Bon, ben merci beaucoup Florian, merci Christophe d'avoir été là. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans l'épisode 2 qui suivra bientôt. Entre-temps, vous pouvez également nous retrouver sur les podcasts Lifetile en vidéo ou en audio. Donc, le podcast en vidéo est disponible sur YouTube. Le podcast en audio est disponible sur le site Lifetile, lifetile.fr. Et vous pouvez aussi retrouver les tutos Lifetile. Là aussi, c'est sur la chaîne YouTube de Lifetile. Donc, on vous attend nombreux. Pensez à nous laisser des petits commentaires et puis à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo parce qu'il paraît que ça fait monter la visibilité. Donc, allez-y. Faites-le. Et puis, on vous dit à très bientôt. Salut Flobo, salut Christophe. Et puis, à la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.